Quoi? Il n'y a même pas de beignets ici. On avait du vin et du chazelle ici. Eh bien, on a tellement de choses à se dire et on a environ 2 heures. Alors, C'est moins que mon émission de radio, donc ça va. Marc, je voulais avoir ton avis sur la guerre douce et pourquoi tu penses qu'Israël a perdu jusqu'à aujourd'hui? Je ne vois pas cela comme une guerre douce. C'est la première chose. Tu sais, on dit toujours qu'Israël a un problème de relations publiques. Quand le Qatar et la Chine communiste investissent des milliards dans ce pays pour acheter nos universités et nos collèges, ainsi que nos politiciens et les membres des médias, y compris les podcasteurs, c'est assez difficile de lutter contre ça. Nous devons ici être plus fermes. Laissez-moi vous donner un exemple. J'ai décidé il y a 6 ou 7 mois que ce Tucker Carlson n'était pas contesté. Des personnes, parfois très célèbres et influentes dans la communauté juive, m'appellent. Que faire à ce sujet? Il a demandé. Que veux-tu dire? Que faire? Tu veux dire, que vais-je faire? Tout le monde avait tellement peur. J'ai dit à ma femme, c'est le moment. Je dois aller dans les égouts pendant 6 mois. Je dois affronter ces salauds. Malheureusement, je dois encore gérer ces gens dans les égouts. Et la réalité, c'est qu'ils ont accès à nos collèges et universités. Vous avez vu cette fusion entre les islamistes marxistes de gauche et les néo-nazis et les membres du Ku Klux Klan de droite. Ils peuvent avoir un objectif final différent, mais au final, ils utilisent les mêmes moyens. Ils nous détestent. Ils détestent l'Amérique. Et maintenant, ils détestent les chrétiens évangéliques. Donc, ils ont exclu une grande partie de la population. Je suis écœuré par le manque d'hommes politiques qui s'expriment contre ces gens-là. Dans notre parti, il n'y en a qu'une poignée. Je ne sais pas ce qu'ils pensent. Ils croient qu'on va construire une majorité républicaine avec des nazis des années 30 ou des racistes des années 50, mais ça ne marchera pas. Alors, l'obligation que nous avons ici est d'utiliser toute l'intelligence dont nous disposons, toutes les ressources que nous avons, tous les rôles que nous occupons dans la communauté. Avec une poignée de personnes, de grandes plateformes, il est temps de devenir ferme. Je ne vois pas ce problème disparaître tout de suite. Je le vois plutôt se métastaser. Les gens se demandent à quoi ressemblèrent les années 30. Vous êtes en train de le voir partout dans le monde. Vous n'avez plus besoin de vous poser la question. Je suis consterné par certaines des déclarations que j'entends de la part de certaines personnes. Est-ce qu'on utilise la lumière? Je me demande si certaines institutions conservatrices vont s'effondrer, vont céder, ou si elles vont tenir bon et faire ce qu'elles sont censées faire. Nous, dans cette salle, nous croyons en la déclaration de la Constitution. Nous croyons que Dieu est le souverain et qu'il a donné au peuple de cette nation la souveraineté pour une république représentative. Nous croyons aux Lumières avec John Locke. Est-ce qu'on peut entendre un cri de joie pour les Lumières ici? C'est ma femme, elle est géniale. John Locke et Montesquieu. C'est drôle comme cet isolement, ce sectarisme, cette folie antisémite de l'extrême droite rejette tout cela. Ils détruisent nos symboles autant que la gauche. Donc, en nous défendant, nous défendons ce pays. Et qu'il n'y ait aucun doute là-dessus. Ce n'est pas un débat sur la liberté d'expression, ce n'est pas un débat politique. Ce n'est même pas uniquement un débat sur Israël, c'est un débat sur les Juifs et le judaïsme. A-t-on seulement le droit de survivre dans un pays libre? Veuillez prendre très au sérieux ce que je vous dis. Je suis au cœur de ce combat et j'ai été au cœur de ce combat. Je fais partie des cibles de ces salauds. Ce n'est pas grave, je suis grand. C'est sérieux, c'est très, très sérieux.
Alors, quand nous avons des institutions qui tergiversent, ou pire, quand nous avons des hauts responsables politiques, des républicains qui alimentent cela, ceci est la coalition républicaine juive. 2026 est important. 2028 est crucial, absolument crucial. Nous allons prendre des noms, nous les Américains allons prendre des noms, nous allons voir qui est associé à qui donne une tribune à qui soutient qui, et nous allons prendre nos décisions. J'ai entendu dire que nous ne le faisons pas. Quelle était l'expression, chérie, qui est utilisée? Nous ne faisons pas quoi aux gens? Je n'entends pas. Nous ne retirons pas la plateforme aux gens. Bien sûr que si, nous le faisons. Tu vas débattre avec quelqu'un qui dit que les Juifs brûlant dans des fours, c'est comme faire cuire des biscuits. Alors, qu'est-ce que je vais dire à ce petit salaud? On peut avoir une discussion? Non, on n'a pas de discussion. Tu es l'ennemi. Ou que dire de quelqu'un qui pense que Hitler était meilleur que Churchill et qui rabaisse notre plus grande génération, qui apparemment n'est plus la plus grande? Quel genre de débat allons-nous avoir? Quelle sorte de discussion? Tu vas inviter des antisémites qui réécrivent l'histoire de l'Holocauste et tout ça? Nous allons débattre de l'Holocauste, du fait de savoir s'il a existé ou non. Non. Je n'ai pas le pouvoir de bannir des gens, mais j'ai le pouvoir de les détester, de les exposer et de les condamner. Et c'est ce qu'il faut faire. N'ayez pas peur, n'ayez pas crainte, ayez du courage. Ça ne fera qu'empirer. N'ayez pas peur de défendre votre foi, votre ethnie, votre histoire. George Washington a prononcé un discours précoce devant une congrégation juive louant les Juifs. Jefferson a fait l'éloge des Juifs. Ce pays a été fondé sur des croyances judéo-chrétiennes. Nous ne sommes pas le problème. Ce sont ces autres salauds qui sont le problème, pas nous. Ce sont eux qui essaient de détruire notre pays, notre parti et notre philosophie. Il ne s'agit pas de tolérer leur bigoterie, leur antisémitisme et leur racisme. Il s'agit de l'exposer, de le dénoncer et de l'écraser par tous les moyens possibles. Sans violence, sans violence. Combien de plus? Combien de fois encore verra-t-on des enfants juifs courir à l'université? Combien de fois encore devons-nous entendre parler de faire pression sur Israël pour obtenir un cessez-le-feu? Combien de fois encore devons-nous entendre que la Judée et la Samarie, l'ancienne patrie des Juifs, sont exclus des discussions? Ce n'est pas exclu tant que nous ne le disons pas. Combien de fois encore devons-nous écouter des membres du Congrès parler de génocide à Gaza? Combien de fois encore devons-nous entendre des membres du Congrès parler sans cesse du lobby juif? Je ne suis même pas fan de l'American Israel Public Affairs Committee, et alors? Je suis devenu un plus grand fan de l'American Israel Public Affairs Committee ces dernières 36 à 48 heures que jamais auparavant, sans vraiment savoir ce qu'ils font. Ça m'est égal. On n'entend pas ça à propos d'un autre groupe ethnique ou religieux. Ou ce Mamdani. Je soutiens un État israélien, mais pas un État juif. Dis-moi, est-ce ce qu'il dit un jour, je soutiens un État arabe, mais pas un État musulman? Non, il ne dit jamais ça. Ce type est un communiste, c'est un djihadiste. Il soutient les terroristes, les organisations terroristes. C'est qui il est, c'est ce qu'il est. Si tu crois que c'est un cas isolé, tu te trompes. L'Occident est faible. Nous sommes faibles. Quand les principaux républicains et les grandes organisations conservatrices ne peuvent pas de façon claire, en anglais simple,
avec des mots d'une ou deux syllabes, condamner ce qui se passe. Nous avons un sérieux problème. Personne ne parlerait des Noirs de cette façon, et il ne devrait pas le faire. Personne ne parlerait des Hispaniques de cette façon, et il ne devrait pas le faire. On ne parlerait pas ainsi des Asiatiques, et cela ne devrait pas arriver. Qu'est-ce qui leur fait croire qu'ils peuvent parler de nous de cette façon? Tu sais, avec la montée du Troisième Reich, il y avait des Juifs qui disaient en Allemagne « J'ai combattu pour l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale » et ça ne comptait pas. Alors je vais dire quelque chose d'assez troublant, mais qui doit être dit. Mon grand-père a combattu à Iwo Jima et Guam. Mon grand-oncle a combattu à Guadalcanal. Je n'ai pas à m'excuser pour qui je suis, pour quoi que ce soit. Et la petite Ada Fuentes, qu'est-ce que sa famille a fait pour ce pays? Qu'est-ce qu'il a fait? Et Tucker Carlson, qu'est-ce qu'il a fait pour le pays? Il interviewe le Qatari, il interviewe Poutine, il interviewe les pires crapules des maniaques génocidaires de la planète. Maintenant, il attaque les sionistes chrétiens. Il attaque littéralement la Bible à laquelle nos frères et sœurs chrétiens évangéliques croient, et ce ne sont pas seulement eux. Il y a des catholiques. Ted Cruz en fait partie. C'est un homme remarquable, engagé et attaqué, tout comme le christianisme. Pourquoi? Le christianisme rejette ce qu'ils imposent. Le judaïsme le rejette, le christianisme le rejette, les athées le rejettent, les agnostiques le rejettent, les personnes homosexuelles, les hétérosexuels, les femmes, les hommes, nous le rejetons tous. Alors pourquoi est-ce si difficile pour les gens de mon milieu ou pour les personnes occupant des postes de direction au gouvernement de faire la même chose? De quoi ont-ils peur? Ils doivent craindre les Américains ordinaires, comme vous et moi. Ils doivent nous craindre. Alors, quand ils entendent des choses comme ça, ils disent « Quoi? Qu'est-ce qu'on va dire? Je ne parle pas des Juifs, je parle de tous les Américains. Qu'est-ce qu'on va dire? » Le problème vient des extrêmes. Ils s'emparent des centres culturels du pays. Ils s'emparent de l'esprit des enseignants, ils s'emparent du corps professoral, ils s'emparent des médias, ils s'emparent de tous ces points essentiels. Des groupes comme CARE et les étudiants pour la justice en Palestine savent comment faire. Le petit Adolphe sait comment faire, certains des autres savent comment faire, et c'est ce qu'ils font. Ils ne représentent pas une majorité. Hitler ne représentait pas une majorité quand il a commencé. Mao ne représentait pas une majorité. Lénine ne représentait pas une majorité. Castro ne représentait pas une majorité. Noriega ne représentait pas une majorité. C'est ça le problème. Il ne faut pas une majorité, il faut une cabale. Ou une minorité très agressive et sinistre pour causer des dégâts, Donc, ce que je vous dis ici, c'est que je ne vais pas enjoliver la situation. Je ne mets pas un visage souriant là-dessus. Je mets un visage en colère là-dessus. Nous devons nous engager, pas seulement compter sur les autres. Où est tout le monde? Où sont-ils? Nous devons nous défendre nous-mêmes. Nous ne pouvons pas compter sur les autres. Je ne dis pas qu'on ne doit pas s'engager et construire des alliances. Nous, les Américains de sang pur, mais c'est à nous. Chacun d'entre vous. Vous allez demander à Mark Howell, vous devez vous asseoir à votre table de dîner et réfléchir. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre vie? C'est ça qui va faire la différence. Je m'en fiche si c'est à la synagogue, là où vous voyez qu'ils sont faibles, et beaucoup d'entre eux le sont. Peu m'importe que ce soit une lettre au rédacteur en chef ou un appel à la radio. Être un casse-pied pour le bureau d'un député ou d'un sénateur, tant que vous restez courtois.
Quoi que ce soit, faites-le maintenant. Il n'y a pas de lendemain. Ça se répand dans le monde entier, ça commence partout en Europe. L'Europe est en train d'être conquise sous nos yeux. Notre pays est en première ligne d'être conquis sous nos yeux. Nous ne pouvons pas tolérer cela. Alors ne tolérez pas cela, c'est ce que je veux vous dire. Je ne m'attends pas à ce que chacun de vous puisse passer à la radio ou à la télévision. Mais j'attends de vous que vous fassiez pression sur les personnes qui passent à la radio et à la télévision pour qu'elles prennent la parole en votre nom. Pour nous, le peuple américain, nous défendons l'américanisme parce que nous, en tant que Juifs, qui représentons peut-être un infime pourcentage de la population, nous savons à quel point ce pays est fantastique. Nous savons que nous avons connu la plus grande période de paix et de prospérité de l'histoire de la foi juive ici même, aux États-Unis. Et nous n'allons pas y renoncer. Point final. Le président Trump a été le meilleur ami d'Israël. Question suivante. Mais nous devons aller au-delà. Nous devons regarder stratégiquement, nous devons planifier, nous devons nous préparer. Nous ne pouvons pas jouer sur la défensive et attendre de voir comment les choses se passent. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous devons être proactifs. Ils évoquent des tests décisifs, nous en avons un. Soutenez-vous l'Amérique ou non? Êtes-vous raciste ou non? Êtes-vous intolérant ou non? Êtes-vous antisémite ou non? Ce n'est pas un test difficile, mais malheureusement, c'est un test qui doit être fait. Maintenant, pour Israël, je t'ai dit, 2 heures, c'est rien. Marc, tu as déjà répondu à 7 de mes questions. Voici la 8e. Plutôt que d'avoir quelque chose à se reprocher, Israël devrait être célébré par l'ensemble du monde libre. Les Israéliens mènent une guerre que l'Europe ne veut pas mener. Nous ne combattrons pas avec des soldats. Nous aidons Israël, ce qui est crucial car ils ont peu de soutien. Israël combat un ennemi qui a déjà pénétré en Europe, à Londres, à Paris et ainsi de suite, qui a atteint New York et d'autres endroits. Si Israël n'était pas là pour mener ce combat, je vous garantis qu'il serait ici à faire bien plus que se présenter aux élections. Pourquoi pensez-vous que nous avons cette immense infrastructure de lutte antiterroriste? Pour nous protéger d'Israël, des terroristes islamistes, djihadistes, qui massacrent leur propre peuple. Les chrétiens du Moyen-Orient, les rares qui restent en Syrie. Ils n'envoient pas nos grands Marines là-bas pour les protéger. L'OTAN n'envoie pas de troupes là-bas pour les protéger. Personne ne fait quoi que ce soit pour eux, à part les forces de défense israéliennes et l'armée de l'air en Israël, pour essayer de protéger les chrétiens de l'autre côté de la frontière en Syrie, qui sont massacrés, ainsi que les Druzes, les Bédouins et d'autres. C'est Israël qui le fait. Monsieur le vice-président, calmez-vous. Je n'y vais pas complètement pour l'instant. Je pourrais le faire, mais pas encore. L'église du Saint-Sépulcre, l'église du Saint-Sépulcre. Nous faisons pression sur Israël pour nous assurer qu'il protège des lieux comme l'église du Saint-Sépulcre. Pendant que je parle, sais-tu qui défend cette église là-bas? Tsahal. Contre qui? Les Palestiniens, les Jordaniens, qui protègent la mosquée Al-Aqsa, Tsahal.
Tsahal qui protège chaque église chrétienne dans et autour de Jérusalem, les Israéliens qui protègent chaque lieu saint, peu importe à qui il appartient. Les Israéliens, vous n'avez pas besoin de faire pression sur les Israéliens pour qu'ils fassent ces choses. Ils font ces choses depuis bien avant notre administration préférée et même avant la naissance du vice-président lui-même. Et je ne m'en prends pas à lui. Je fais juste que répondre. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Benjamin Netanyahu. Pourquoi est-il si controversé? Il est le dirigeant élu du seul pays démocratique du Moyen-Orient. Alors pourquoi, dans notre pays, l'extrême gauche et l'extrême droite veulent-elles le remplacer? Voyons maintenant ce qu'il a accompli au cours des 24 derniers mois. Ils avaient Hamas encerclé. Dans la ville de Gaza, ils ont dû se replier. Ils voulaient faire sortir les otages et que Dieu les bénisse pour cela. Ils ont éliminé toute la direction du Hamas, sauf ceux qui sont encore puissants. Chers amis, les Qataris sont protégés et nos nouveaux grands et chers amis, les Turcs, sont protégés. Sinon, ils auraient aussi disparu. Qu'ont-ils fait d'autre? Ce serait suffisant. Sous la direction de Netanyahou, ils ont éliminé toute la direction du Hezbollah en un seul week-end. Puis ils ont traqué Nasrallah. Et qu'ont-ils fait? Ils n'avaient pas de bombes anti-bunker. Un avion après l'autre, encore et encore, des bombes de 900 kilos avec précision. Boum, boum, bam, ils les ont éliminés. L'homme responsable de la mort de centaines de Marines, de l'explosion de 2 ambassades américaines et de la mort de membres du personnel américain. Israël a fait cela. Ils se sont défendus eux-mêmes, ainsi que les États-Unis contre l'Iran. C'était une guerre de 12 jours. Les Israéliens ont vaincu l'Iran. Ils ont détruit leurs radars de précision, ils ont détruit leurs missiles solaires qui étaient les meilleurs que les Russes avaient. Ils ont éliminé une douzaine de scientifiques nucléaires, mais n'avaient pas les bombes pour détruire les sites, sinon ils l'auraient fait eux-mêmes. Nous l'avons fait. Les Israéliens ont gagné cette guerre et nous avons détruit leur site nucléaire avec notre grand président. Nous n'avons même pas à nous inquiéter aujourd'hui, peut-être demain, mais pas aujourd'hui, de leurs menaces contre nous, parce que leur armée n'existe pratiquement plus. J'entends dire que nous voulons trouver un accord avec le régime iranien. Nous voulons la paix avec le régime iranien. Je suis constamment attaqué parce que Marc veut un changement de régime. Tu entends ça? Écoute en silence. Ce sont les cris du peuple iranien qui est torturé, violé, massacré, exécuté, que personne n'entend. Ce sont des Perses, ce sont des gens instruits. Ils ne veulent rien avoir à faire avec ce régime. Pour moi, la question n'est pas de savoir comment trouver un arrangement avec le régime. Pour moi, la vraie question est comment pouvons-nous aider nos semblables? Non, je ne pense pas que nous devrions être interventionnistes. Non, je ne pense pas que nous devrions envoyer des forces armées américaines là-bas, et ainsi de suite. Reagan a-t-il envoyé des troupes américaines en Union soviétique? Comment cela s'est-il effondré? Il y a des façons de faire les choses et il y a des façons de ne pas les faire. Mais c'est ce que Netanyahou a fait.
Dans 1000 ans dans nos livres, il sera retenu comme l'un des plus grands dirigeants du peuple juif dans l'histoire juive. Les nihililocutions, les bureaucrates, les socialistes européens qui ont fondé Israël n'aiment pas beaucoup quand le peuple ne vote pas pour eux. Ils n'aiment pas Netanyahou et le Likoud et ainsi de suite. En pleine guerre, véritablement pour l'existence du pays, ils essaient d'emprisonner leur premier ministre. C'est malade. Ça me rappelle un peu le Second Temple. Les Romains sont aux portes et les Juifs se battent entre eux. Ils s'entretuent une faction contre une autre. Puis, enfin, ils réalisent. Attendez une minute, les Romains sont en train de percer nos défenses. C'était trop tard. C'est ça, Beats. 1 million de Juifs ont-ils été pris? Imaginez ce que cela représentait à l'époque. Vous savez ce que Dorgold m'a dit? Le grand Dorgold. De mémoire bénie. Que Dieu le bénisse. De mémoire bénie, oui. Gardons une mémoire bénie. Amen. Je l'ai reçu dans mon émission de radio, Quoi chérie, il y a 6 à 8 ans. Il a dit quelque chose qui m'a stupéfait. Il a dit, tu sais Marc, mais pour les Babyloniens et les Iraniens, les Perses, les Romains, l'Inquisition espagnole, le Troisième Reich, il les a tous nommés. Savais-tu qu'il y aurait 2 milliards de Juifs dans le monde? Plus nombreux que la population actuelle de la Chine? Pense à ça, ça pourrait être 2 milliards, c'est vrai, 2 milliards de Juifs. Juste un petit nombre. Et pour une raison quelconque, nous sommes dans l'esprit des haineux, des maniaques, génocidaires, des gens mauvais, sans cesse, parce qu'ils savent ceci, et je le sais aussi. Nous sommes la première ligne de défense pour la civilisation occidentale. C'est nous, les Israéliens. C'est bien ça? Les Juifs en Europe traversent une période difficile. Tu vois ces vidéos en ligne. En France, notre grand rabbin a dit aux Juifs de partir. Vous avez 10 ans, partez. Il y a ce gars, Tommy Robinson, et certains de mes amis disent que ce type c'est un ancien néo-nazi. La gauche en Grande-Bretagne l'a catalogué comme un nationaliste blanc. Nous connaissons les nationalistes blancs. J'en ai déjà dénoncé quelques-uns. Ce gars-là va en Israël, il interviewe des chrétiens, des musulmans, des arabes. Il dit, la Grande-Bretagne, voyez ce qui est arrivé. Nous avons perdu notre pays et notre culture. Nous ne pouvons même pas brandir notre drapeau, ni organiser de réunions dans certains quartiers sans risquer nos vies. La police applique désormais ce qui est en réalité la loi de la charia, etc. Nos tribunaux et notre gouvernement la soutiennent, ce type Sturmer, peu importe. Oui. Regarde ce qu'il a fait. Il demande « Pourquoi attaquer les Juifs ?» Ils se battent contre ces gens-là au Moyen-Orient. Ils résistent comme aucun autre pays n'ose. Aucun autre pays au monde n'osera leur tenir tête. Aucun. Ce gars-là est un bon gars. C'est quelqu'un à surveiller à mon humble avis. Et puis, enfin, pour l'instant, où était tout le monde quand 6000 musulmans ont été massacrés en Syrie? Où sont-ils aujourd'hui, alors qu'un quart de million de musulmans sont tués au Yémen? Ils sont absents. Où sont-ils aujourd'hui, alors que le Hamas massacre et tue des Palestiniens? Waouh, le silence est incroyable. C'est ça, un cessez-le-feu, notez-le bien. Ils ne sont nulle part.
Vraiment, quand 2000 Nigérians chrétiens noirs ont été assassinés, 100 000 chrétiens noirs des Soudanais ont été assassinés. Où sont-ils? Où est petit Adolphe? Où est Carlson? Où sont toutes ces personnes? Où sont les dirigeants de notre parti? Le Congrès et ainsi de suite, et ainsi de suite. Est-ce que c'est ça, l'isolationnisme? Vous connaissez la phrase de Ronald Reagan. Pas d'Amérique forteresse. Nous ne pouvons pas survivre en tant qu'Amérique forteresse. Il avait compris, tout comme Trump, la paix par la force, c'était Reagan, c'est aussi Trump. Et Trump a utilisé l'armée. Il a utilisé l'armée à plusieurs reprises. En fait, il a utilisé l'armée tout d'abord en juin, lorsqu'il a dit aux Israéliens d'y aller et d'attaquer les Iraniens. On m'a accusé d'être la personne qui l'a persuadé de faire cela. Merci pour cela. Il n'avait pas besoin d'être persuadé par moi, juste d'entendre un peu l'autre version, c'est tout. Le largage des bombes. Il n'avait pas besoin d'être convaincu. Sa manière de faire est plutôt ingénieuse. Il donne à l'autre camp une opportunité, puis une autre, puis une troisième, et ensuite il frappe fort. Demandez aux Vénézuéliens ce qu'ils en pensent. Quand il décide, il agit vraiment. Il s'occupera aussi de Poutine. Plutôt tôt que tard, je le crois. Je le prie même, mais il le fera. Mais si l'isolationnisme signifie que nos côtes doivent être touchées, le continent américain, Hawaï et l'Alaska, avant toute action de notre part, alors nous sommes morts. Le but, c'est de s'assurer que nos côtes ne soient pas touchées, de faire en sorte que les missiles n'entrent pas dans notre pays. Vous savez, c'est pour ça que nous avons des bases avancées, pas seulement pour protéger d'autres pays, mais pour nous protéger nous-mêmes. C'est pour ça que nous avons l'OTAN, pas seulement pour protéger les pays européens, mais pour nous protéger nous-mêmes. Nous avons créé l'OTAN et lancé le plan Marshall, la plus grande génération, voire les plus grands généraux. Ils ont décidé que nous ne pouvions pas nous isoler comme nous l'avons fait dans les années 30. Nous avons payé un prix énorme pour cela. Des centaines et des centaines de milliers de soldats américains sont morts. La Grande-Bretagne nous a supplié de les aider. Ils étaient les seuls capables de se battre. Churchill nous a supplié d'entrer en guerre. Franklin Delano Roosevelt voulait nous faire entrer en guerre. Alors, nous avons été attaqués à Pearl Harbor. Pearl Harbor. Je ferai un dernier commentaire. C'est l'entretien le plus simple que j'ai fait. Moi aussi. Quand je commence à parler, j'ai du mal à m'arrêter. Sans publicité, c'est superbe. Tu peux faire un folk pour je ne sais... Ouais, je vais le faire. Tu sais, quand Marjorie Taylor Greene, avec un quotient intellectuel de concombre, elle est maintenant le grand espoir de la gauche, de vous, et ainsi de suite. Il vous suffirait de critiquer votre président, votre pays, et de tenir des propos antisémites, et vous serez un grand héros à Hollywood et à la télévision, et ainsi de suite. Elle a compris ça, mais pas grand-chose d'autre. Quand il parle de génocide, tout le monde sait que les Israéliens ont tout fait pour limiter les victimes. Tous les experts sérieux, que ce soit de la Wharton School, d'Oxford ou d'ailleurs, ce n'est pas un nettoyage ethnique, alors, demanda l'intervenant au vice-président. Ce sont des taupes, ce sont de petits Adolphes qui se trouvent dans ces publics lors de ces événements Turning Point. Donc, si vous allez à ces événements, il faut être un grand garçon ou une grande fille. Vous apprendrez à répondre à ce type de situation, comme Charlie savait le faire. D'ailleurs, il était un sioniste chrétien.
Maintenant, cela dit, quand nous avons bombardé Hiroshima et Nagasaki, ce n'était pas un nettoyage ethnique. Nous devions gagner la guerre. Le plus grand nombre de pertes que nous avons subies en une seule bataille sur une courte période, c'était à Okinawa. Harry Truman a dit, « Nous ne pouvons pas envahir le Japon. Nous perdrions 1 à 2 millions de soldats. » Donc c'est eux ou nous? Et ils ont prié pour que ces bombes marchent. C'était un nettoyage ethnique sans rapport avec la culture japonaise ou quoi que ce soit d'autre. Lorsque Dresde a été bombardée par la Royal Air Force et notre armée de l'air, ce n'était pas un site militaire. C'était la plus belle ville d'Allemagne, ancienne cité culturelle. Ils l'ont bombardée jour et nuit. Et avec les vents, la ville a été réduite en cendres, ainsi que tous ses habitants. Ce n'était pas un nettoyage ethnique. C'était une guerre qu'il fallait gagner. Contre qui? Hitler. Cette guerre était en Europe, alors que nous nous battons aussi dans le Pacifique avec Hitler. Donc, je boucle la boucle. S'il est difficile de condamner les gens qui font l'éloge de Hitler, qui font l'éloge de Staline, qui parlent des Juifs comme les SS parlaient des Juifs, qui tiennent les propos les plus horribles sur les femmes et les Noirs et nos fondateurs, ce n'est pas vraiment si difficile de les critiquer, n'est-ce pas? Sans un mot, sans un son. Un seul mot suffirait, mais je ne le dirai pas. Et ce n'est pas vraiment si difficile de les condamner sans excuse ni explication, n'est-ce pas? Et en ce qui concerne la déplatformisation, c'est absurde. Nous ne contrôlons pas si quelqu'un est déplatformisé ou non. Mais pourquoi cela serait-il contre elle? Laisse-moi te poser une question. Certaines choses sont déplatformées, non? Tu ne peux pas mettre de la pornographie à la télévision, n'est-ce pas? Pourquoi? C'est immoral, c'est horrible. Donc, nous supprimons la pornographie des plateformes. Et des choses comme ça. Nous avons même supprimé les cigarettes des plateformes et les alcools forts. Nous n'allons pas supprimer les nazis des plateformes. Et les racistes, comptez-moi dehors. Je ne peux pas contrôler s'ils sont présents ou non sur les plateformes, mais je peux prier et espérer qu'ils soient retirés des plateformes. Et ne me dis pas ça, nous devons les confronter pour convaincre leurs partisans. Pourquoi devons-nous les confronter pour convaincre leurs partisans? Nous pouvons aller directement voir leurs partisans, les étudiants et les autres. Quand tu engages leurs dirigeants, tu leur donnes de la crédibilité. Tu les cautionnes. Je les engage, mais d'une manière différente. Les humilier, les condamner, les exposer. Je fais cela, mais ce n'est pas ce que les autres appellent engagement. Je vous demande ceci. Engageriez-vous une conversation avec les gens à table? Non, vous ne voulez pas d'eux chez vous. Eh bien, moi non plus. Alors, arrêtons de faire semblant que c'est une question de liberté d'expression ou de liberté civile et tout le reste. Ils ne la ferment jamais. Ce n'est pas une question de liberté d'expression. Ils ne se taisent jamais, ces gens-là. Ils continuent sans cesse, parlant et disant des choses grotesques. Il ne s'agit ni de liberté d'expression, ni de liberté civile. Des platformers signifie que c'est une question de marché, où des personnes et des organisations se rassemblent. Et ils disent à l'entreprise privée qui les héberge ou aux pays étrangers qui les hébergent.
Nous n'allons pas... acceptez cela, nous n'allons pas écouter cela. Vous les excluez des plateformes. Vous les excluez en détruisant leur marché, pas en leur accordant de l'attention et en les promouvant. Point final, c'est tout. Marc Lévin, nous vous sommes reconnaissants pour votre clarté. Nous vous sommes reconnaissants pour votre voix puissante. Et je vous suis reconnaissant pour votre amitié et votre soutien. Eh bien, laissez-moi dire ceci à Alex et à l'équipe. Je vais sur leur site web 5 fois par jour parce qu'ils ont certains des meilleurs rédacteurs qui existent, certaines des meilleures actualités qui existent. Nous devons soutenir des entités comme celle-ci afin qu'elles puissent grandir. Vous savez, Al Jazeera est financé par le Qatar. Ils ont 400 millions d'abonnés. Il nous rend service, Alex nous rend service. Il a réussi à créer quelque chose à partir de rien. Il est là dehors à mendier du soutien. Il est là dehors à démontrer à quel point ils sont efficaces. Et ils le sont vraiment. Je publie tes affaires, lis tes messages, à l'antenne, etc. Il n'y a personne de meilleur que Tobin comme chroniqueur, à mon avis. Personne n'a autant de cran ici. Caroline Glick, je suis sûr qu'elle reviendra un jour. Juste Mélanie Phillips, je pourrais tous les citer. Ce sont des personnes formidables. Donc, il nous rend service, il nous aide, il a une mission qui est notre mission. Et quand vous avez des gens qui font le genre de choses qu'Alex fait, que ce soit dans les médias, dans une organisation, dans un groupe de réflexion ou quelque chose comme ça, ces personnes consacrent leur vie à faire quelque chose à quoi nous n'avons pas consacré la nôtre. Et donc, ils méritent tout notre soutien. Et je veux que, pour une fois, vous vous leviez. Et nous devrions applaudir Alex. Mesdames et messieurs, Marc Lévin,